Je m'appelle Monique Lecourt. Je suis née à Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est une paroisse agricole. Mes parents étaient agriculteurs, mon père et ma mère, de lignée. Mes grands-parents aussi étaient des agriculteurs. Donc, je peux dire que l'agriculture, je l'ai vraiment dans mes racines. Je l'ai vraiment profondément. J'ai demeuré à Saint-Antoine pendant 24 ans, jusqu'au temps de me marier. Chez nous, nous n'étions que deux. J'ai eu une sœur qui s'appelait Diane, qui est née, qui avait 5 ans, qui était mon aînée de 5 ans. Mais Diane a eu, en tout cas, elle est devenue paralysée toute jeune dans le premier mois de sa naissance. Alors, donc, elle est restée comme un bébé. Et elle exigeait beaucoup de soins de la part de maman parce qu'elle ne se nourrissait pas seule, elle ne marchait pas, elle ne mangeait pas, elle ne faisait rien, là. Donc, c'était au moment qui devait lui changer les couches, qui devait lui préparer ses bouillies, qui devait s'en occuper constamment. Donc, moi, c'était plus... pour moi, bien, évidemment, ce que j'avais à faire, c'était de m'occuper de façon différente. Et dans ce temps-là, il y avait des catalogues. Alors, maman me passait un catalogue, mais elle avait tout enlevé, tout ce qui s'appelle les sous-vêtements. Donc, ça m'a pris du temps avant de savoir que les femmes avaient des brassières, puis que les hommes avaient des sous-vêtements. C'était long, parce qu'elle surveillait ça. Alors, donc, puis quand j'ai vu ça, là, je me suis intéressée beaucoup plus à la ferme. Alors, je m'en allais dans l'étable, puis là, je faisais des grands discours aux animaux, aux vaches, puis aux chevaux. Puis j'avais une jument que j'aimais beaucoup. Puis elle s'appelait Tilou. Puis je lui donnais, je la brossais, je la frottais, puis je lui donnais du foin, puis je mettais le foin dans sa mâchoire et je me couchais sur le foin. Et elle venait chercher le foin de chaque côté de moi, de chaque côté de mes bras. Puis un jour, maman est arrivée, venue voir ce que je faisais dans l'étable. Puis elle a aperçu la jument. Mais quand la jument l'a vue, ah là, les dents sorties, la narine, puis les oreilles courbées, ah là, la jument n'était pas contente. Là, maman s'est mise à crier, « Monique, tu sors de là, tu vas te faire manger, elle va te blesser, puis sors. » Fait que là, je suis sortie de là, comme de raison. Mais ce que j'avais trouvé de vraiment extraordinaire, c'est que j'avais compris que ma jument, là, c'était vraiment ma jument. C'était vraiment mon amie. Elle était vraiment la mienne. Fait que j'ai continué, évidemment, de la brosser. J'ai continué. Je suis pas allée dans la mangeoire parce que j'étais quand même obéissante comme enfant. Ça, c'était pas si pire. Mais j'ai continué de m'occuper de la jument, mais quand j'avais fini de la brosser, je me couchais sur elle, puis je me couchais la tête entre ses deux fesses. Bien, pas trop bas, là, parce qu'on n'est pas à l'aise. Mais, puis je passais des grands moments avec elle aussi, là. Ça, c'était... Les vaches, eux autres, j'ai moins à dire, les vaches. Les vaches, c'était moins... ils manifestaient moins d'intérêt, eux autres. Il y avait moins de... Des fois, il y en a qui disent que c'est bête, une vache. Moi, je pense pas, là. Mais c'était différent. Alors, j'ai pas d'anecdote au niveau des vaches. J'ai pas de frère. Et je suis devenue unique, on peut dire unique, à partir de l'âge de 6 ans. Alors, quand je dis « Ah, t'es une fille unique, t'es chanceuse, t'es gâtée! » Je dis « Non, pas gâtée, pas de miette. » Parce que le temps que ma mère a pu me gâter, j'étais pas là, là. Elle n'était pas avec moi, là. Elle était avec Diane. Et c'était mon enfance, ma jeune enfance. Je peux dire à mes parents que j'ai eu de très bons parents. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à eux. Papa m'a fait confiance très jeune, au point de me laisser avec un attelage de chevaux pour couper du foin. La première fois, il y avait une autre équipe qui me suivait. Bon, mais j'avais juste 8 ans. Là, papa m'avait tout expliqué ce qu'il fallait faire. Si jamais les chevaux partaient, supposons, en détresse, de dépêcher, de débarquer de la faucheuse, puis de les laisser aller, de ne pas essayer de les retenir. Alors, puis la seule chose qu'il m'avait dite, c'est « faut que tu fasses attention de ne pas faire de couettes au bout des rangs. » Ça, j'aime pas ça, des couettes. Donc, ça n'a pas été long. À 10 ans, je partais, j'allais avec mon attelage. Le matin, je partais. Puis souvent, le voisin était dans des champs, on était voisins de champs.
Alors, le voisin, c'était toujours lui qui venait. C'était pas ses enfants. Et puis, il y avait une espèce de concurrence. J'ai comme compris à un moment donné qu'il y avait de la concurrence, que lui se dépêchait pour pouvoir finir avant moi. Mais moi, il ne fallait pas que je fasse de couettes. Fait que là, ça n'a pas été long. J'ai regardé dans son champ, c'était plein de couettes. Ah, ça me fait rien. Moi, c'est bien fait. J'étais bien fière de moi. Fait que ça, c'est des démarches de confiance que tu n'oublies pas, hein, que tu gardes, que tu captes. Une autre chose aussi où mes parents m'ont fait beaucoup confiance, c'est au niveau de la conduite de l'auto. Papa était un des premiers à avoir une voiture à Saint-Antoine. Alors, et puis, évidemment, que les voitures, dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup, mais papa, il l'aimait comme la prunelle de ses yeux. Il n'a pas que j'y touche. Mais à 17 ans, il m'a permis d'aller prendre mes licences. Et j'ai commencé à conduire à 17 ans. J'étais la deuxième femme de la paroisse à conduire. Hey, ça, là, c'est un velours aussi, là. J'ai rencontré Claude Bernard, qui, lui, est de Belleuil. On s'est rencontrés dans la JAC, Jeunesse agricole catholique. Puis, on est venu s'installer à Saint-Hilaire, sur la rue Ozias-le-Duc, encore sur une ferme. Dans cette ferme-là, c'était la production avicole, ce qui était différent de chez nous. Parce que chez nous, c'était ferme laitière. Laitière est multiple, là, production multiple. Quand on s'est installé à Saint-Hilaire, on a commencé par s'installer à Loyer. Parce qu'on était en 1960, puis à ce moment-là, il y avait l'Expo qui s'en venait. Et les gens croyaient que le développement serait fantastique, serait vite. Mais la loi de la protection du territoire agricole est arrivée, ce qui a fait que ça a freiné les ardeurs. Et en 69, le propriétaire a décidé de vendre parce que lui avait décidé de s'en aller à Repentigny pour être dans un autre domaine, complètement différent, c'était de la restauration. Alors donc, on a été locataire pendant 9 ans. Et en juin 69, Claude a acheté la ferme. Je dis bien Claude parce qu'on est en séparation de biens et qu'à partir de ce moment-là, c'était Claude qui était le propriétaire, qui devenait propriétaire unique. Donc là, mes parents aussi, entre-temps, à partir de 64, sont venus vivre à la maison. Parce que mon père travaillait à la pépinière juste à côté de chez nous. Et c'est une façon de lui permettre de venir manger chez lui avec maman, parce qu'ils avaient leur logement. On leur avait installé un petit logement en haut, qui était partagé par nos filles, puis qui était partagé par notre employé en plus. Mais il était heureux, puis nous aussi, on était heureux de les avoir avec nous. Papa est parti 4 ans après. Est décédé. Il avait 61 ans. Tandis que maman, elle est décédée en 2014 à l'âge de 104 ans et 8 mois. Souhaitez-moi pas d'une longévité comme ça n'a pas de bon sens. Alors, puis on a eu 2 filles. Alors, Lucie et Chantal. Lucie est enseignante au collège, à l'école privée du collège de Saint-Hilaire. Chantal a fait son cours en coiffure, mais elle n'a pas pu pratiquer parce qu'elle a eu un problème d'allergie. Alors, elle a très, très peu pratiqué. Et là, maintenant, elle demeure à la ferme. Elle donne des coups de main à la ferme à l'occasion, quand ils ont plus de travail à faire. On a quitté la ferme en 2000. Donc, ça fait 15 ans qu'on a aménagé ici. Et c'est notre fille, la plus vieille, qui a repris la maison. Et qui a, évidemment, elle l'a améliorée beaucoup parce qu'elle aime beaucoup les antiquités, elle aime beaucoup les choses. Donc, elle a remis la maison à son état originel. Elle a trouvé que j'avais donné beaucoup de couches de peinture. Et qu'elle avait eu beaucoup de travail à tout refaire ça, à tout replacer ça. Elle a fini cet été-là, ils viennent de finir. Mais c'est beau, c'est vraiment bien. Puis, donc, on est heureux de retourner, on est heureux de l'y voir. Mon mari aime beaucoup y aller.
il y va pas souvent, mais c'est presque une fois par jour. Mais il va pas souvent. Alors, en gros, c'est ça, là. C'est nos filles. Puis on a des petits-enfants. On a 4 petits-enfants. Deux, mais là, c'est plus des petits, c'est des grands petits-enfants. Parce que la plus jeune a 20 ans, la plus vieille a 28. Alors, ça commence à prendre de l'âge, là. On a eu un fils aussi qu'on a adopté à l'âge de 6 ans et demi, mais qui est décédé à l'âge de 21 ans. Lui est décédé d'une overdose. Et ce qui veut dire que si on recule en 80, c'était tabou, ça, il ne fallait pas parler de drogue, il ne fallait pas parler de ça. C'était généralement de la faute des parents si ça l'arrivait. Et c'était difficile. Et mon fils, notre fils qui s'appelait André, me disait tout le temps, « Maman, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as jamais essayé ça, toi. Tu ne le sais pas. » Alors, il disait, « Essaye ça, essaye ça. » Je disais, « Non, André, moi, je n'essayerai pas ça. Je sais que c'est pas bon, c'est malsain. Là, je suis tranquille, je n'ai jamais fumé, puis je ne commencerai pas à mon âge. » Alors, je n'ai jamais accepté, mais le lendemain de ses 17 ans, il est parti en fugue. Et on l'a revu à l'occasion, il a refait des liens. Il est revenu à l'occasion à la maison de temps en temps, mais c'était surtout pour avoir de l'argent. C'était de l'argent qu'il avait besoin. Parce qu'évidemment, ils en ont besoin dans ces circonstances-là. Ce qu'on a donné très peu. Parce que ça ne servait à rien, c'était le début de la fin, ça. Alors, ça, c'était la vie d'André. Maintenant, ça va faire 40 ans qu'il est décédé. Il est décédé en 86. Non, pas 40 ans. 30 ans? Je ne suis plus contente maintenant. En tout cas, ça fait un bon bout de temps maintenant. À part de ça, les petits-enfants. Bien, les petits-enfants, on a Jessica, qui a 28 ans. On a Charles, qui, lui, a 24 ans. Lui, il travaille à Saint-Hyacinthe, chez Bovitech. Puis, on a l'autre, c'est Michael, qui est le fils... Charles est le fils de Lucie. Lucie n'a qu'un enfant, Charles. Michael, lui, il a 22 ans. Puis, à 15-16 ans, il disait qu'il était pour avoir une maison. Il se bâtirait une maison à 22 ans. Puis, il l'aurait. Moi, je laissais parler, je me disais, oh, le temps va passer, l'idée va s'en aller, avant qu'il y ait l'argent pour être capable de le faire, l'eau va couler. Alors, je disais rien. Et effectivement, il l'a eu. Il l'a fait, sa maison. Il a aménagé au mois d'avril cette année. Il est bien fier de lui. Évidemment qu'on est fier de lui aussi. Et là, il a comme un objectif, c'est de la garder 1 an pour après ça la revendre. Il l'a bâti avec un ami qui, lui, était électricien. Alors là, ils vont reprendre l'argent, chacun leur part, ils vont reprendre ça. Et là, Michael veut repartir à son compte à lui, sa maison à lui. Et c'est un autre domaine. Puis Catherine, elle a travaillé dans une pâtisserie à Saint-Basile. Ça, c'est notre plus jeune, elle a 20 ans. Alors, c'est nos 4, nos héritiers. J'ai fait mes premières années, mes 7 premières années, je les ai faites à l'école de Rang. C'était pas loin de chez nous, c'était à Sept-Arpents. Donc, et j'ai malheureusement échoué mon certificat de 7e. Il a fallu que je le refasse ma 7e. Puis après ça, là, je me suis en allée au couvent. Au couvent de la paroisse, j'étais pensionnaire. On était 6 ou 7 pensionnaires. Là, on se nourrissait par nous-mêmes. On emportait de la bouffe de chez nous, là, mais on se nourrissait. Après ça, j'ai fait l'École normale des Sœurs Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe. Évidemment, les religieuses, c'était une très bonne formation qu'on avait. Les sœurs surtout les Sœurs Saint-Joseph, ils étaient strictes. Puis maman leur avait donné vent d'un voile. Elle leur avait dit, vous savez, notre fille, elle est unique. Donc, elle est gâtée. Donc, je vous la confie. Les sœurs ont très bien compris le message. Alors, ils étaient sévères. Ils m'en ont pas laissé passer beaucoup. Mais par contre, à un moment donné, je leur ai tenu tête. J'étais un petit peu rebelle.
Alors, une fois, il m'avait dit, j'étais bonne, moi, j'étais bonne en histoire du Canada. Puis là, il demande toutes les classes, on était toutes requises à la grande salle. Bon. Là, on arrive, tous nos cahiers étaient sur des tables, les cahiers de toutes les classes. Là, il arrive avec notre classe. Moi, j'ai dit, ça ne sera pas long. Je savais que j'avais 1,5 point. Il me manquait 1,5 point, parce que j'avais vérifié mes réponses. Mais non, mais bon, donc, on arrive à 95. 95, mon nom ne sort pas. 90, il ne sort pas. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? 85 non plus, on était rendu à 75, c'était pas sorti. Bon, j'ai dit, ils l'ont pas, mon cahier, ils l'ont perdu, ils l'ont pas. 68,5, mon cahier sort. Alors là, je me présente, là, la salle directrice dit, écoutez, mademoiselle Lecourt, vous avez, j'avais des fautes sur les tout, T-O-U-S, T-O-U-T. Vous ne faites pas la différence entre vos tout. Donc, vous allez apprendre la règle des tout. Alors, oui, OK. Et puis, vous allez vous corriger parce qu'il m'avait enlevé 30 points. Il avait le droit d'enlever 30 points, il l'avait enlevé. Là, j'avais trouvé ça injuste. Là, j'avais trouvé ça, je me suis dit, c'est un examen de français. C'est-à-dire un examen d'histoire. Il n'y avait pas d'affaire à... Si ça avait été un examen de français, c'est correct, j'aurais compris, mais là, c'était d'histoire. Il n'y avait pas d'affaire à me faire ça. Alors là, j'ai dit, on va vous savoir. Fait que je prends une feuille de cartable, puis je la mets autour avec deux pinces à cheveux, puis je me mets autour de la tête, dans la figure, autour de la tête. Mais là, je me punissais aussi parce que, veux pas, moi, je voyais plus rien non plus. Je voyais juste mes leçons, je voyais juste mes livres. Mais ça m'a... Fait que là, j'ai percé un trou pour être capable de voir si la sœur était dans la porte pour le regarder. Ça, c'était pendant nos heures d'études, là. Et finalement, j'ai très bien réussi. Là, j'ai eu mon certificat avec grand succès. J'étais bien contente. Fait que ça, c'était une expérience, là. Des fois, j'étais tannante. Alors, si on a eu des punitions, si j'ai eu des punitions à l'école primaire, pas trop pire, ça allait bien. À l'école secondaire, c'est-à-dire à l'école normale, oui, là, à un moment donné, j'en ai eu une bonne punition parce que j'étais à l'office du réfectoire. Puis le réfectoire, ça, c'est 3 fois par jour. À tous les repas, il y avait toujours une tâche à faire qui était changeante, là, mais il y avait toujours une chose. Donc, moi, j'aimais beaucoup jouer. J'aimais ça aller jouer dehors, jouer au drapeau, jouer au ballon, chasseur, des choses comme ça. Alors, j'avais un peu massacré mes tâches. Je n'avais pas fait mon travail comme il faut. Donc, on arrive, puis on avait nos tâches un mois et demi de temps. Alors là, le mois suivant, mon nom apparaît encore au réfectoire. Bon, là, je n'étais pas trop contente. Pourquoi encore au réfectoire? Puis tout ce qu'il en était. Mais là, là, ce que j'avais fait, j'avais triché encore un peu parce qu'il y avait du patinage. Et le soir, je ne faisais pas ma tâche comme il faut. Alors, pour aller patiner, donc, là, la tâche suivante, un mois et demi plus tard, encore au réfectoire. Alors, j'étais déçue, là. J'ai dit, coudonc, mais qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Là, ils m'ont dit qu'ils m'avaient oublié. Bien, j'ai eu de la misère à le prendre, ça, j'étais pas contente. Par contre, la religieuse qui était au réfectoire, elle était sympathique, elle était compatissante. Elle a bien réalisé là, que là, c'était un peu trop, là, depuis le mois d'octobre que j'étais là. Alors, elle a décidé d'alléger ma tâche, puis elle m'a mis juste à couper le pain. Elle m'a dit, vous allez couper le pain, trancher du pain. Ah, ça, c'est une belle tâche, ça allait bien, on avait tout ce qu'il fallait pour couper le pain. Ah, j'en ai coupé du pain, puis là, j'étais contente. Mais j'avais hâte que ça finisse. Puis à la fin, ils nous remettaient une espèce de un petit fanion, une petite chose, avec une pensée. Alors moi, ma pensée, c'était « Aux fronts inclinés, somptueuse couronne ». Là, je n'ai pas su trop comment le prendre, parce que je ne trouvais pas qu'il y avait le front incliné, ben. Puis somptueuse couronne, là. Mais de toute façon, je l'ai pris, puis je l'ai encore, je l'ai gardé. Mais c'était le résultat, c'était, je pense, la pire chose que j'avais eu à vivre dans mes pénitences.
J'enseignais. Fait que là, je partais pour l'école. Donc, il n'y avait pas besoin de venir me reconduire. Donc, je partais avec la voiture, puis il y allait. Les journées où lui avait besoin de la voiture, là, j'étais obligée d'y aller en tracteur. Et là, je partais en tracteur, puis je descendais au village. Je descendais en campagne parce que c'était le rang voisin, là. Je descendais en tracteur. Je pensais à ça l'autre fois. Je dis, je devais avoir l'air d'une grenouille, une motte. Qu'est-ce que les enfants devaient bien penser, mes élèves devaient bien penser de me voir arriver à la maîtresse en rien de même. Mais non, j'ai jamais eu de commentaires désobligeants, jamais rien eu. Fait que ça aussi, c'était le fun. Alors, puis là, à l'école d'Orange, j'ai enseigné 5 ans. J'avais tous les degrés, de la première jusqu'à la 7e. Et évidemment, il faut préparer nos classes. Il faut tout faire. Fait que les premières années sont beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Mais comme j'enseignais toujours aux mêmes élèves, j'en avais des petits futés. J'en avais un, là, il était brillant. Alors lui, il se disait, il était rendu, je pense, en 5e année, puis là, il disait, ça, là, en mathématiques, ça, là, c'est-tu l'exemple de Léo puis ses 3 gars? Je disais, ben oui, c'est ça. Ah, je suis capable, je le sais, vous n'avez pas besoin de me l'expliquer. Je disais, oui, OK, va au tableau. Explique-moi là, fais-là ta preuve. Il faisait son chose, il faisait sa règle, puis tout était parfait, son raisonnement était bon, il avait sa réponse, il l'avait compris, tout était bon. Fait que lui, je m'en servais après ça pour me faire aider pour les petits. Je disais, ben René, si tu voulais faire réciter la lecture ou aider un tel, puis tout ça. Fait que donc, il y avait une espèce de complicité qui se faisait, une espèce de solidarité aussi des plus âgés avec les plus jeunes. Ça, c'était fort, ça aussi, comme sentiment dans nos écoles de rang. Je pense, ça doit être plus difficile de retrouver ça aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas, là, comme de raison, je n'ai pas enseigné dans le public, c'est-à-dire pas dans le public, mais depuis les dernières années, depuis la nouvelle façon. Hein. Alors, mais j'ai bien aimé enseigner. Ensuite, j'ai fini 2 ans au collège, pas au collège, au couvent de Saint-Antoine. Au couvent, j'avais deux classes, mais je trouvais que j'avais plus de travail là parce que j'avais 30 élèves. Alors, 30 élèves, tandis qu'à l'autre école, j'avais entre 19 et 22. Alors, ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus de travail. L'inspecteur arrive, puis les jeunes, pour que les jeunes apprennent leurs mathématiques, j'avais fait le même système que le jeu de poche. Mais c'était avec des bobines de fil. Alors, les jeunes envoyaient une bobine, supposons que c'était un 3 qui avait sa bobine, ils l'envoyaient dans le trou, puis si ça tombait dans le 9, bien, il fallait qu'ils disent 12. Quand c'était un plus, quand c'était un moins, bien, ils disaient 6. Alors, là, on voit arriver l'inspecteur. Fait que, c'est entendu, les jeunes le savaient. Si jamais l'inspecteur arrivait, il fallait qu'il se ramasse, puis qu'il se ramasse vite. Mais il oublie une bobine. L'inspecteur mettant le pied dans la classe, met le talon sur la bobine. Mais la bobine s'est cassée. Donc là, ça n'a pas été loin. Fait que là, sur le coup, là, je me dis, je m'excuse. Mais j'ai eu la présence d'esprit de dire à un qui venait de jouer, peux-tu expliquer, monsieur l'inspecteur, pourquoi qu'il y a une bobine qui traîne? Fait que là, lui, il est reparti, il est allé chercher le jeu, il dit, oui, c'est comme ça qu'on apprend nos tables. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, puis, je pense que cette année-là, il m'avait même donné le mérite. J'avais eu le mérite. Fait que j'étais correct. C'était stressant. Les premières années, c'était stressant, ça, voir venir l'inspecteur qui arrivait, là. Mais on s'y faisait, là, parce qu'il venait, 2 fois par année? Ou une fois? Au moins une fois. Et puis, cette fois-là, c'était l'inspecteur Lafont. Mes engagements, comment j'ai fait pour m'engager? Bien, il faut dire que j'avais un père qui déjà s'engageait. J'avais un père qui était maire de la paroisse, puis qui était organisateur politique. Comme j'étais toute seule chez nous, bien évidemment, je cherchais des choses qui pouvaient me distraire, qui pouvaient m'intéresser. Alors, j'ai commencé avec la JEC, Jeunesse étudiante catholique. Ça, c'était à Saint-Antoine, au couvent de Saint-Antoine. Après ça, je me suis en allée à l'école normale. À l'école normale,
Je suis devenue l'accordaire. Jeanne d'Arc, c'est-à-dire. Et ça voulait dire qu'on ne prenait pas une goutte de boisson, jamais, ni dans le jour ni la nuit, jamais. Et qu'on devait, on devait pas en servir, on n'avait pas le droit d'en servir, beaucoup de choses. Et ça, j'ai été 25 ans, quand même, Jeanne d'Arc. Et je ne l'ai jamais regretté. Parce que j'ai trouvé que dans mes fréquentations, ça m'aidait beaucoup. J'avais toujours la tête, je gardais ma tête. Alors, ça n'empêchait pas le garçon qui voulait me fréquenter de boire. Lui, s'il voulait boire, il buvait. Mais moi, je ne gérais pas. Là, et puis, à un moment donné, au bout de 25 ans, j'ai dit, bon, ben là j'étais assez vieille, là. Puis, j'ai pas pris l'habitude, donc j'ai lâché. Là, puis, j'en prends pas beaucoup. Maintenant, c'est la santé qui ne veut plus. Fait que ça marche pas, ça marche plus. Après ça, du côté des femmes, moi, j'ai commencé jeune à réaliser qu'il y avait de l'injustice au niveau des femmes. J'avais 8 ans, puis j'étais encore à la ferme. Je suis avec mes parents, puis c'était moi qui conduisais l'attelage de chevaux sur la voiture à foin. Puis dans ce temps-là, on avait un chargeur, là, puis il y avait des andins. Alors, puis il y avait des bonnes rigoles qu'il fallait faire attention pour passer l'attelage tranquillement, chacun son tour. Alors, puis j'étais fière, c'était notre attelage, puis j'étais contente. Alors, je vois monter un beau petit bonhomme qui montait dans le champ, qui s'en venait. Et c'était le fils, comme on faisait les foins en bi, c'était un bi, c'était le fils, c'est-à-dire le neveu de l'autre personne. Alors, là, il arrive et puis il voulait avoir la place, comme de raison. Moi, je ne voulais pas y donner. Mon mari, mon père dit, « Monique, laisse ta place. » Moi, j'ai fait comme j'avais rien compris. Alors, la deuxième fois, « Monique, laisse ta place. » Rien compris. Troisième place, « Monique, veux-tu que je débarque? » Oh là, j'ai débarqué, parce que je savais qu'avec papa, il fallait que je débarque. Là, je suis débarquée, puis il paraîtrait que je me suis installée à côté de la voiture de foin. Et là, je me suis mis à piocher des mains et des pieds en disant « Et hommes de hommes de hommes! » Puis là, je suis repartie à m'en aller à la maison en pleurant. En pleurant. Fait que là, je pense que c'était là, mon premier petit germe, là, où j'ai vu qu'il y avait des différences entre les femmes et les hommes. Et là, après ça, j'ai toujours été consciente de ces choses-là. Alors, là, plus tard, après, on s'est mariés, on s'est emmenés à la ferme, tout ce qu'il en était. Puis, en 1975, ça, c'est l'année internationale de la femme. C'est une année qui était importante pour la vie de toutes les femmes du Québec. Pas juste du Québec, je pense, du Canada. Alors, la FEAS, elle, qui est une association, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, elle avait obtenu des fonds pour être capable de faire une enquête qu'on appelle une enquête scientifique. Alors, j'ai reçu le questionnaire. C'est un questionnaire de 102 ou 103 questions. Et il fallait répondre au questionnaire. Bon, quand le questionnaire a été compilé, là, la FEAS a continué d'étudier le dossier, puis a réalisé qu'il y avait des femmes, le travail que les femmes collaboratrices donnaient dans les entreprises appartenant à leur mari en tout ou en partie représentait 3 du produit national brut, ce qui est beaucoup, alors à la grandeur du Canada. Alors là, ils ont dit, il faut faire de quoi? Puis ces femmes-là n'avaient jamais de reconnaissance. Très peu avaient de salaire, parce que ça ne servait à rien de donner un salaire. Si on recevait un salaire, il fallait qu'on paye de l'impôt si notre salaire était trop élevé. Donc, c'était des salaires minimes que les femmes avaient, bien en dehors de ce que ça valait. Et le mari, lui, il fallait toujours qu'il paye de l'impôt sur l'argent qu'il avait remis à sa femme. Donc, puis en milieu agricole, c'était vraiment minime. Il y avait, ce qu'il y avait le plus en milieu agricole, c'était des femmes propriétaires qui avaient comme pris la relève de leur mari qui était décédé. Alors, et le reste des salaires, il n'y en avait pas. Puis de toute façon,
les femmes ne voulaient pas donner de salaire, mais les hommes ne voulaient pas donner de salaire, mais les femmes n'en voulaient pas. Les femmes me disaient, écoute donc, Monique, tu le savais qu'en mariant un cultivateur, tu n'en aurais pas de salaire. Pourquoi tu l'as marié? Tu n'as pas marié un cultivateur, voyons. Tu as une raison. Bien, je disais, oui, mais moi, c'était mon amoureux, puis c'était le mien. Pourquoi que je l'aurais laissé passer? Donc, les hommes, eux autres, ils disaient, bien, écoute, je vais te donner un beau manteau, veux-tu que je te fasse la cuisine, veux-tu qu'on s'y... Ils essayaient d'acheter leur femme avec ça. Puis les femmes qui avaient des petits salaires, eux autres, souvent, ils le consacraient dans l'alimentation, dans des biens qui restaient pas, là, des biens comestibles, donc ils ne pouvaient pas se ramasser d'argent, ils ne pouvaient pas rien faire. Alors là, la FEAS, après avoir fait sa recherche, a écrit un petit cahier qu'on appelle « Quand le cœur et la tête sont en affaires ». Et à partir de ce moment-là, a décidé ça faisait 3 ans qu'ils s'occupaient du dossier. Donc, ils ont dit, là, nous autres, là, ça fait assez longtemps qu'on s'occupe de ça. Les collaboratrices, ils en veulent-tu? Ils veulent-tu qu'on s'occupe d'eux autres ou bien s'ils ne veulent pas? Bien, il faut qu'on ait la preuve. Ça ne sert à rien de continuer, là. Alors, on a été convoqués. Moi, j'ai demandé le petit cahier. Puis, dans le petit cahier, il y avait une lettre qui nous invitait sur la rue Folhomme, au ministère de la Justice, pour voir quelles étaient nos intentions, nous autres, les collaboratrices. Donc là, ils ont dit, ça nous prendrait, on a pensé former un comité provisoire qui serait formé des 3 catégories de collaboratrices. Parce que des collaboratrices, il y en a dans le milieu agricole, mais il y en a dans le milieu commercial, puis il y en a dans le milieu professionnel. L'infirmière qui servait d'aidante à son mari médecin, ou de secrétaire ou tout ça, c'était aussi des collaboratrices. Donc, là, ils commencent à former le comité. Ça se remplit tout de suite au niveau des PME, ça se remplit tout de suite. Mais au niveau agricole, ça tournait en rond. Il manquait une personne. Moi, j'avais déjà négocié une reconnaissance avec mon mari quelques années auparavant. Donc, je me disais, moi, de toute façon, je ne suis pas à plaindre, j'ai déjà un salaire. J'ai déjà une reconnaissance. Puis, j'étais satisfaite de ça. Mais là, je me suis mis à penser, j'ai dit, j'ai 2 filles. Nos 2 filles, eux autres, on ne sait pas. Ils vont-tu rester en agriculture? S'ils restent en agriculture, est-ce qu'elles vont être reconnues? Je ne sais pas. Puis, on avait un fils, on avait André, notre bru. Elle, ça va être quoi? Donc, je donne mon nom. OK, elle dit OK, j'embarque. Et là, on forme le comité provisoire. Puis on s'est mis à travailler avec le Conseil consultatif de la femme de Québec. On avait une animatrice qui venait travailler avec nous autres. Donc, on avait nos réunions qui étaient à Montréal, à peu près au rythme d'1 fois par mois. Mais ça, on faisait tout ça de notre poche, là. Il n'y avait pas de reconnaissance, là. Tu sais, financièrement, c'était... Quand je suis revenue à la maison, j'ai dit à Claude, j'ai dit, j'ai raconté ça, qu'on faisait, bon. Puis là, Claude, il dit, ben oui, mais il dit, pourquoi tu es embarqué là-dedans? Il dit, t'en as un salaire, toi? J'ai dit, oui, je le sais, Claude. J'ai dit, je me trouve bien chanceuse. Mais j'ai dit, il y en a d'autres qui n'ont pas. Puis j'ai dit, c'est pour aider les autres. Fait que là, il me dit, ah bon, c'est correct. Fait que là, il m'a mis comme, moi, je l'ai mis comme sur un piédestal. Fait qu'après ça, il ne s'est plus jamais préoccupé de moi, là. Hein? Moi, je m'amusais avec mes petites affaires, puis lui, il s'amusait avec les producteurs d'œufs du Québec. Alors, une bonne journée. C'est ça, puis j'avais pas. C'est qu'à ce moment-là, quand je suis allée aux collaboratrices, j'avais une action. Puis lui, il en avait 99. Alors là, moi, j'avais un autre objectif, c'était de me renseigner. Savoir si ça se faisait, ça, une action 99, puis tout ça. Même si le comptable avait dit que c'était comme ça que ça se faisait, puis qu'il n'y avait pas besoin de moi pour faire sa compagnie, puis tout ça. De toute façon, j'avais un salaire. Claude, il dit, toi, tu as un salaire? Il dit, moi, j'en ai pas de salaire. Là, ça n'a pas été long que j'ai réalisé. J'ai dit, moi, faire un marché avec lui. J'ai dit, prends le salaire, puis donne-moi le screening. Donne-moi le reste. Mais, puis là, j'ai dit, moi, là, une action, ça ne marche pas.
J'ai dit, ça n'a pas d'allure. Puis j'ai dit, une compagnie, ça se fait 50-50. Et fait que là, il me dit, écoute là, et il dit, quand tu as signé, pourquoi tu as signé? Si tu ne voulais pas, si tu n'aimais pas ça. Là, j'aurais pu le mordre. Parce que, c'est choquant, ça. Mais là, je me suis dit, étonné qu'il me donne une bonne leçon. Hey, là, il me dit, là, t'es pas contente, signe pas les papiers quand t'es pas contente. Signe, ce que tu signes, il faut que tu saches que tu signes. Puis c'est un engagement, il faut que tu le respectes. Bon. Fait que là, j'ai dit, ouais. J'ai dit, il faut que je continue de négocier, là, continue de travailler. Fait que quand le comptable est arrivé, là, c'était le temps de parler avec le comptable. Avec Claude, j'avais parlé, puis il avait dit non. Puis Claude, il dit, de toute façon, c'est jamais moi qui ai dit au comptable de te donner une action. Puis ça, c'était vrai. C'était pas lui, c'était le comptable qui avait décidé. Fait que je dis ça au comptable. Le comptable, il dit, ouais, mais il dit, écoutez, il dit, oui, c'est vrai. Il dit qu'on peut faire plus que de façon différente la répartition des parts. Il dit, à ce moment-là, il dit, on pourrait faire, il dit, 51-49. Me lève la main, j'ai dit oui, moi je prends le 51. Alors là, ils m'ont regardé tous les deux. Là, j'ai dit, moi ça me dérange pas, 51, je suis bien contente. Fait que, puis j'ai dit 50, j'étais aussi bien contente. Fait que là, ils m'ont mis 50. Là, ils me l'ont donné le 50. C'est là que j'ai eu. Mais j'étais fière de moi aussi, là. Et j'ai toujours été contente aussi d'avoir fait ça. Mais je peux pas dire que ça n'a pas donné des difficultés. À un moment donné, une bonne journée, c'était l'été, on vendait des légumes, nous autres, à la ferme. Puis on vendait des œufs. Puis c'était le dimanche, puis le dimanche, on courait toute l'avant-midi comme des vrais fous. Et les gens commençaient à arriver de bonne heure. Puis... fait que là, on se dépêchait de dîner. Là, je m'en allais à la table. Puis la table était formée. Il y avait Claude, il y avait les deux filles, notre future gendre, puis il y avait ma nièce, une nièce. Alors là, Claude était allé dans la chambre, puis moi, j'avais écrit un petit papier sur lequel j'avais marqué compagnie de gestion, une action, puis j'avais trois mots clés. Claude arrive dans la cuisine et il dit, coudon, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, si t'es pas contente, il dit, de ton action, il dit, si t'es pas contente là, de ta part, là, moi te l'enlever. Ah, sainte, là, j'ai pris mon assiette, je l'ai mis sur la table, puis là, je suis partie, là c'était une bombe, là. Et je me suis changée vitement, j'ai pris ma bourse, puis une chance, j'avais une voiture. Maman m'avait acheté une voiture. Fait que là, j'étais bien contente. Là, je suis sautée dans la voiture, puis là, je pleurais. Je pleurais à chaudes larmes. Et je me suis ramassée pas à Longueuil, par les terres, à Sorel. Là, rendue à Sorel, je suis allée au quai de Sorel. Et là, au quai, je me suis continué de pleurer. Pleurer. Le teint était lourd, c'était brumeux, ça sentait le poisson. Puis, vers 4h30, un petit bonhomme qui arrive. Toute sale. Puis ce petit bonhomme-là, c'était un petit trisomique. Il s'en vient s'asseoir à côté de moi, les mains toutes sales, puis il était là, puis il me flattait, puis il me parlait, puis moi, comme de raison, je ne comprenais rien. Fait qu'il me dit... Il me dit rien, mais les parents arrivent tout de suite, les parents disent « Ben non, Jonathan, dérange pas la madame. Viens-t'en, Jonathan. Mais là, c'était une leçon de vie, ça aussi, extraordinaire. Parce que là, je me suis dit deux choses. Jonathan, là, il n'y a rien. Puis, il comprend la détresse des autres. Il est venu à mon secours. Il est venu m'aider. Toi, t'as tout. Puis là, es-tu en train de faire une bêtise, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Fait que là, ça m'a remonté le moral, ça m'a aidé. Et là, je me suis dit, puis ça tombait à point parce que ma meilleure amie avait un trisomique. Elle s'est occupée d'un trisomique toute sa vie. Fait que pour moi, j'ai jamais revu Benoît de la même façon parce que c'était une délivrance. Ça avait été là, un support extraordinaire. Là, j'avais même décidé de ne pas rentrer. Là. Je ne voulais même pas rentrer ce soir-là.
Ouais, j'ai dit, là, j'ai toute une tablée, moi, là, qui savent que je suis partie tu sais, comme ça n'a pas de bon sens. Les filles, puis, tu sais, tout le monde va être bien hors d'eux. Alors, il y avait maman aussi. Maman était là, était à la ferme. Là, j'ai dit, ah, bon, je vais rentrer. Je rentre à minuit. Là, je pleurais. J'arrive, puis Claude, évidemment, Claude était content de me voir, puis je m'excuse, puis tout ça. Je dis à Claude, dis rien. Dis rien. Puis je pleurais, puis je pleurais. Puis j'ai dit, là, je vais prendre le temps de réfléchir à mon affaire. Laisse-moi réfléchir. Puis j'ai dit, quand je serai prête à parler, je te parlerai. Alors là, ça a pris le mercredi matin, je me suis levée. Là, il était de bonne heure le matin. Là, j'ai pris une feuille, j'ai fait 2 parts. Ce que j'ai fait pour toi, ce que tu as fait pour moi. Bon, moi, pour lui, j'avais une grande liste. Bien grande liste. Pour lui, ce que j'avais fait, moi, pour lui, il y a une grande liste. Mais lui, ce qu'il avait fait pour moi, pas grand-chose. J'ai dit, je suis peut-être mauvaise. Là, je me sentais impliquée. Là, je disais à Claude, écoute, ce que j'ai écrit, là, il y a peut-être des erreurs là-dedans. Là. S'il y a des erreurs, tu me le dis. Si tu reconnais, si tu trouves que ça, là, c'est pas vrai, là, tu le dis, puis là, on en parle. Là, on évalue nos affaires, puis là, on en reparle. Fait que ça n'a pas été long. Claude, il dit non. Il dit, ce que tu as écrit est correct. Il dit, c'est vrai. Tout ce que tu m'as mis, c'est vrai. Puis il dit, c'est vrai. Fait que là, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, Claude, dis-toi bien une chose. Si jamais il y a d'autres portes qui s'ouvrent, que ça soit n'importe où, je les prends. Sans me préoccuper de toi. Donc, tu auras ton autonomie et j'aurai la mienne. Et là, après ça, c'est ça, il y a d'autres portes qui sont ouvertes. Là, après ça, j'ai eu le Conseil consultatif canadien de la situation de la femme. Ça, c'était à Ottawa. Et ça, on y allait, je l'ai eu pendant 3 ans. On y allait une fois par mois. Un peu, non, ça, c'était une fois par mois. Une fois par mois que j'allais à Ottawa. Alors, ça, c'était super le fun. Ça, il y avait comme responsabilité, ça n'existe plus ça maintenant, mais il y avait comme responsabilité de faire des études sur la condition féminine au Canada. Et puis les études qui étaient faites, il fallait les analyser, il fallait les étudier, les analyser, puis donner nos points de vue. Puis s'il y avait des erreurs, les corriger, puis s'il y avait des manques, des abstentions, le dire. Alors, c'était intéressant. Il y en a eu une sur l'agriculture. Donc, celle-là, moi, j'avais plus de responsabilités que les autres. Et c'était pas trop facile parce que la plupart est en anglais. La plupart des... Bon, puis moi, je suis pas bilingue. Ça fait que là, je travaillais fort avec les dictionnaires, puis tout ce qu'il en était. Puis, mais finalement, je réussissais à passer en travers parce que tu prends l'espèce de rythme. Par contre, quand tu arrivais dans un dossier que tu ne connaissais même pas les termes en français, là, il fallait dictionnaire anglais, dictionnaire français, pour savoir de quoi on parlait. Mais c'était bien captivant. C'était bien le fun. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah ben oui, mais après ça, j'ai eu du côté de... Ah oui, quand je suis arrivée au Conseil consultatif de la situation de la femme, là, il lançait une brochure qui s'appelait « Vers un langage non sexiste ». Et ça, c'était ma première sensibilisation sur la féminisation des termes. L'importance de s'identifier, l'importance de prendre notre place partout, mais dans le langage, parce que c'était la première base. Pour moi, c'est devenu la première base. Alors donc, je me suis mise à m'identifier au féminin, évidemment. J'étais maintenant une avicultrice et non plus un aviculteur et tout le reste. Alors là, il y a eu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Au niveau de la féminisation, ça, j'ai continué, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini la féminisation. Parce que, ben là, quand je suis arrivée à l'UPA, là, après ça, j'ai décidé de m'impliquer au niveau de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Puis à l'UPA, je fonctionnais au féminin aussi. Puis les gars, à l'UPA, les gars ont toujours l'habitude de dire les gars. Moi, je disais, pourquoi les gars? Pourquoi vous ne dites pas les gens? Quand vous dites les gars, moi, je ne suis pas là. Avec les gens, là, je me sens intégrée. Je me sens avec vous autres. Pareil comme vous autres. Fait que là, comme de raison, il était là, des fois, il s'échappait, il disait « Oh, les gens! » Comme Monique, les gens. Là, je ne sais pas s'il continue de dire les gens, là. Parce que ça fait longtemps, là.
Et puis, non, c'était une belle expérience à l'UPA. J'étais la première femme présidente de l'UPA de Rouville. Je l'ai été pendant 10 ans. C'était tous des hommes. Et puis, après, quand c'était fini, ils m'ont fait au bout de mes 10 ans, ils m'ont fait un hommage, puis ils m'ont fait un cahier, ils ont tout écrit un mot. J'en revenais pas de ce que les hommes pensaient de moi sans qu'ils me l'aient dit, puis sans que je l'aie deviné non plus. Parce que c'est cachotier sur un homme, hein? Ça dit pas ses idées. Non. Et puis, j'ai trouvé ça belle fun. Au niveau des collaboratrices, bien, j'ai été présidente provinciale, mais je l'ai été juste 2 ans parce que Claude devenait président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Alors là, après l'élection, Claude était bien ému, comme de raison. Fait que là, il a félicité tout le monde. Félicité les producteurs, il a félicité les membres du conseil d'administration, tout le monde. Mais il n'a pas pensé à sa femme, puis il n'a pas pensé à sa fille qui était là aussi avec son gendre. Il n'a pas pensé à nous autres. Fait que moi, j'avais le moton, comme de raison, ça me faisait de quoi. Parce que moi, j'avais pensé que, vu que j'avais été présidente 2 ans, puis que j'avais laissé la présidence, qu'à partir de ce moment-là, il dirait publiquement, comme quoi que les collaboratrices, on était quand même assez intelligentes pour être capable de prendre la place qui nous revient au moment où ça presse, où ça urge. Alors donc, il ne fait pas. Mais là, c'est les hommes de l'UPA, les présidents des fédérations qui s'en viennent me voir et me féliciter. Félicitations, Madame la Présidente, félicitations. Non, non, monsieur, je ne suis pas présidente, moi, là. Je ne suis pas présidente, j'étais présidente de l'Association des femmes collaboratrices. Je l'ai laissé, j'ai démissionné il y a 2 semaines. Oui, on savait. Puis je disais, j'ai laissé ma place pour permettre à Claude de prendre la présidence de la Fédération des producteurs d'œufs, parce que je considère que c'est dans l'agriculture, c'est le fer de lance de toute la mise en marché de nos produits. Et je l'ai faite pour tout le monde. À l'avenir, quand on parlera des femmes collaboratrices, pourriez-vous vous abstenir d'en rire? Parce qu'il y avait ri de nous autres, le conseil précédent. Puis ça, je l'avais su. Alors là, ils ont dit « Oh non! Oh, oui, on n'a pas ri! Oh non! » Il y a juste Jacques Proulx. Et ça, chapeau à cet homme-là. Jacques Proulx a dit, j'ai répété la même chose. Jacques Proulx m'a dit « Oui, Monique, tu as raison. Et c'est fini. À l'avenir, on va vous respecter. C'est vrai, si vous êtes là, si on est là, c'est parce que vous êtes là. » Alors, chapeau à cet homme-là, puis on n'a jamais eu de problème après ça avec eux autres, au niveau de l'UPA. Après l'UPA, ben, j'étais présidente, pas présidente, j'étais la première membre de l'exécutif à Saint-Hyacinthe, de la Fédération de l'UPA de Saint-Hyacinthe. J'ai fait 5 ans, là. On était 5, il y avait 4 hommes puis une femme. Je sais que les premières fois, là, la première année, là, j'avais pas grand chance de placer mon mot. Hein. Puis quand je plaçais mon mot, je le plaçais pas souvent non plus parce que je me disais, faut pas nuire. C'est-à-dire, faut que ça soit positif, puis il faut qu'on avance. Faut pas que je répète d'autres choses. Ce que les autres ont dit, parce que les autres, ils se répétaient souvent. Alors donc, c'était ça. Puis une bonne fois, je demande la parole, puis j'avais pas commencé à parler que celui qui était à côté de moi lève son crayon. Puis là, il était 6h30 le soir, puis on était en discussion depuis 10h le matin. Là, j'étais fatiguée. Et là, j'étais pas de bonne humeur. J'arrive, puis je donne un coup de crayon sur une tape sur son crayon. J'ai fait voler son crayon. Là, j'ai dit, vas-tu le mettre à terre, ton maudit crayon? J'ai dit, j'ai demandé la parole, je le demande tellement pas souvent. J'ai dit, tu m'écoutes jamais, tu veux pas m'écouter, j'ai pas commencé à parler, tu sais pas ce que j'ai à dire. Puis j'ai dit, déjà, toi, tu demandes la parole. J'ai dit, c'est ta réaction par rapport à toi que tu me donnes ou par rapport à moi? J'ai dit, c'est ton toi que tu penses. J'ai dit, là, ça va faire. J'ai été élu comme vous autres. Puis là, j'ai dit à tout le monde, j'ai été élu comme vous autres, j'ai le droit à ma place comme vous autres, puis je vais la prendre. Vous avez compris, là? Je la prends. Là, ça finit là. J'ai été correct après. Mais, tu sais, tu dis, hey, après ça, tu te dis,
c'était une passe, celle-là. On avait vécu un autre à Rouville. À Rouville, on avait un dossier qui était bien chaud. C'était les producteurs de lait qui voulaient faire une manifestation à Ottawa. Puis ça, il fallait investir de l'argent pour ça. Et puis, on n'a pas l'habitude des syndicats de base d'investir de l'argent pour des spécialités. Ça fait que là, les gars voulaient qu'on... Il y en avait, c'est-à-dire qu'il y en avait qui voulaient qu'on y aille, puis d'autres qui ne voulaient pas qu'on y aille. Les producteurs laitiers voulaient, et les autres ne voulaient pas. Ça fait que là, je fais prendre le vote. Après avoir discuté, on avait discuté, je pense, 1h30 de temps. Je fais prendre le vote. 6 qui... non, 3 pour, 3 contre, 6 qui ne votent pas. Il était 12, 6 qui ne votent pas. Fait que là, il y en a un qui dit, « Ah! » Il dit, « Ah, la présidente, elle va être obligée de voter, là! Elle va être obligée de trancher, là! » J'ai dit, « Non, je regrette. » J'ai dit, « Je ne voterai pas dans des circonstances comme ça. » J'ai dit, il y en a 6, il y a 6 personnes qui sont abstenues. Les 3, j'ai dit donc, ça serait, j'ai dit, dans ce temps-là, on considère que les 6 abstentions seraient pour, mais j'ai dit, vous êtes 3 à être pour, puis vous êtes 3 à être contre. J'ai dit non, là, je vote pas. On continue de discuter, c'est parce que la discussion n'a pas été assez forte. On continue de discuter jusqu'à temps, puis tout le monde parle, tout le monde donne son point de vue, puis tout ça. Et là, j'ai fait le tour de table. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis après ça, j'ai demandé, ah oui, puis là, j'ai dit non, je ne voterai pas. C'est ça. J'ai dit, là, je vous vois à l'Assemblée annuelle, là. J'ai dit, du syndicat de base de Rouville. J'ai dit, vous allez être là à vous tourner les pouces là, sur la bédaine, là. Puis j'ai dit, vous allez me regarder faire, me regarder débrouiller. Puis j'ai dit, vous autres, j'ai dit, vous allez rire de moi? Non, ça ne marche pas. Après ça, je sors de là, je me dis, je t'assure à la route. Je me dis, j'ai fait une femme de moi, j'ai bien fait. Là, j'étais fière de moi, cette fois-là. Mais c'est ça, mais c'est d'ouvrage. C'est d'ouvrage. Quand je suis allée en Bolivie, c'est la même chose à un moment donné. Les femmes me demandent ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Alors, là, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je leur raconte, j'ai dit, ben, je vais vous donner une anecdote. J'ai dit une fois, j'ai dit, j'avais donné une idée. Puis j'ai dit, personne ne l'a repris. Une demi-heure après, j'ai dit, il y en a un qui se décide de la reprendre, mon idée. J'ai dit, là, je me dépêche de lever la main, puis je l'appuie tout de suite en disant, oui, Monsieur le Président, j'appuie l'idée de René, parce que c'est exactement ce que je viens de dire il y a une demi-heure. J'ai dit, faites ça comme ça, vous allez voir comment ça va faire. Bien là, tu comprends, les hommes, ils attrapent leurs bêtes là, quand ils se font attraper comme ça. Mais je ne pense plus qu'on ait besoin de faire ça. J'espère que non. Hey, parce que là, ça n'a plus de bon sens. Là. Je vais vous parler un petit peu de l'Ordre national du Québec. Alors, parce que j'ai été en l'an 2000, j'ai été nommée, j'ai reçu le titre, soi-disant le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec. Alors, moi, comme la féminisation avait fait son travail depuis 1984, j'ai tout de suite signalé que j'étais étonnée de voir qu'en l'an 2000, on était encore, les honneurs étaient encore au masculin et que d'autant plus que ça ne respectait même pas la loi qui nous disait qu'il ne devait pas avoir de différence de sexe, de distinction entre les sexes. Alors, j'avais envoyé un écrit, j'avais envoyé une lettre à la secrétaire de l'Ordre à ce moment-là. Donc, le 25 mai, je reçois le parchemin. On me remet le parchemin en bonne et due forme. J'ai la présentation par le premier ministre qui est M. Bouchard, Lucien Bouchard. Et évidemment, il est au masculin. Alors là, je suis déçue. Et je reviens avec mon parchemin, évidemment. Et là, je me dis, s'il n'est pas capable de me respecter, là, je n'ai pas d'affaire à le respecter. Je n'ai pas d'affaire à l'installer, c'est-à-dire. Alors, mais là, ça me chicotait, ça, parce que c'est pas n'importe quoi non plus, là. Parce qu'on est 30 au Québec à tous les ans à recevoir un parchemin de l'Ordre national du Québec. Alors là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je savais que j'allais à Québec au début du mois de juillet. Alors, j'écris une lettre, puis je décide de l'adresser à M. Bouchard. Mais je réalise que non, c'était vraiment pas une bonne affaire, parce que s'il me disait un non, c'était fini. Il n'y avait plus d'autres portes. Donc, j'ai encore écrit à la secrétaire. Et j'ai été porter le parchemin directement au Bonne-Cœur à Québec. Ça, je vous avouerai que j'ai eu de la misère à le donner,
parce qu'il y avait le gardien. Et le gardien ne voulait pas le prendre parce que il y avait aussi dans cette escousse-là la poudre blanche là, qui était mise dans des enveloppes et que les gens recevaient et que les gens avaient peur. Là. Alors, à force d'insister, il dit « Mais pourquoi vous rapportez votre parchemin? » Bien, parce qu'il y a une faute, c'est pour le faire corriger. Évidemment, je n'ai jamais dit qu'il manquait un E, hein, parce que j'aurais manqué mon coup. Alors là, il me dit bon, à force d'insister, remettez-le à Mme Grenier, vous la connaissez. Il dit oui, je la connais. Bon. Fait que là, il lui remet. Un mois plus tard, je retournais encore à Québec. Alors là, j'appelle Mme Grenier, puis je lui dis avez-vous reçu mon parchemin? Oui, madame. Oh, puis elle était sec. Elle dit puis, j'ai dit c'est quoi la réponse? Elle dit écoutez donc, vous. Elle dit jamais personne a fait ça. L'honneur que vous a donné vous a rendu le peuple du Québec par son premier ministre, jamais personne n'a retourné son parchemin. Là, je me sentais comme une petite élève qui se faisait taper sur les doigts. Je me suis dit, mais j'ai dit, il n'y a jamais personne qui l'a demandé. Elle dit, oui, il y en a. Elle dit, Françoise David l'a demandé, puis elle dit, Eva de Villers. Marie-Eva de Villers. Fait qu'il dit, qui est une grande linguiste. Mais elle a dit, ils ne l'ont pas eu. Ben, fait que là, j'ai dit, mon Dieu. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai dit, allez-vous au moins aller le porter, j'ai dit au premier ministre, le parchemin. Elle a dit, j'ai dit, promettez-moi au moins ça. J'ai dit, j'aimerais ça qu'il le corrige. Fait qu'elle me dit, mais elle dit, vous savez aussi, elle dit, les femmes, elle dit, ça a passé, ça a dit au conseil. Puis elle dit, les femmes ont voté contre. Elle dit, ils ne veulent pas, elle dit, que ça soit féminisé. Elle dit, pour elle dit, c'est qu'il faut respecter la langue française. J'ai dit, mais en vertu de quoi? Bien, elle a dit, en vertu de l'Académie française. Elle dit, on s'est informé, puis l'Académie française. Ah bon, l'Académie française. Bien, j'ai dit, ça fait 400 ans qu'elle existe, l'Académie française. J'ai dit, en 400 ans, elle n'a pas réalisé qu'il y a la moitié de la population, même un peu plus, qui est féminine, puis l'autre moitié masculine. Puis j'ai dit, à partir de ce moment-là, j'ai dit, elle nous maintient encore au masculin. J'ai dit, écoutez, là, puis j'ai dit, elle a eu combien de membres féminines ont siégé à l'Académie française? J'ai dit, très peu. J'ai dit, il en accepte 1, 2 ou 3. J'ai dit, c'est pas 3 femmes contre 40 personnes qui sont capables de faire des changements. J'ai dit, moi, là, tant que ça soit juste l'Académie française qui va être là, elle ne veut pas me respecter, je ne la respecte pas. Elle dit, vous en êtes large, vous, madame. Puis ça finit comme ça, là, cette histoire-là finit de même. Bon. Et là, je ne recevais pas le Moses de parchemin. Alors, en janvier, je dis, oh mon Dieu, là, il ne faut pas que je laisse passer le temps, trop de temps, 2001. Fait que, là, je réécris une autre lettre. Puis là, je l'écris à la secrétaire, mes copies au premier ministre. Alors, puis là, je demandais dans ma lettre, je m'étais adoucie un petit peu, féminisez-les au moins à celle qui le demande, sachant qu'on était au moins 3. Alors, là, je n'ai pas de nouvelles. Bon, ni de réception, ni rien. Et j'apprends entre-temps que le premier ministre démissionnait. Donc, j'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, là, ma chienne est morte. Je suis finie. Mon parchemin, il ne sera jamais féminisé. Le jour de la fête de notre fils, là, au mois de février, le 19, le parchemin est arrivé et il était féminisé. Alors là, j'étais fière, j'étais contente. C'était un très beau cadeau que j'avais eu. Mais la chose qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait frappé une bavarde. Alors, j'ai commencé à le dire à tout le monde. Écoutez, je suis la seule au Québec, ça n'a pas de bon sens. Laissez-moi pas toute seule. Puis, demandez-les, puis on fait des démarches. Mais là, il a fallu qu'on travaille avec la FEAS, avec l'Ordre national du Québec, parce que j'ai une bonne amie qui est là aussi, qui était là. Et on a travaillé. Là, ils ont repassé à l'Ordre national, ils l'ont repassé. Et là, ça a sorti unanime, comme quoi qu'ils voulaient que ça soit féminisé.
Et on l'a eu, on a obtenu ça en 2011. La première cohorte où on apparaissent officières, puis chevalières, puis grande officière, c'est au mois de juin 2011. Ça a pris 11 ans. Alors ça, c'est un dossier qui aussi a demandé beaucoup de persévérance, beaucoup de confiance en soi, là. Ça, c'est important. Quand tu es sûr d'une affaire, il faut que tu y ailles de l'avant. Ça ne te sert à rien, là. Si on te dit que tu as tort, puis que tu as la preuve que tu as tort, là, tu es mieux de lâcher, ça ne te donne rien. Mais autrement, là, tu lâches pas le morceau. Tu t'en vas avec, puis c'est comme... J'ai eu l'impression, à un moment donné, que c'était comme si on grugeait un petit bec d'oiseau qui grugeait dans un rocher. Tu sais, tout petit, tout petit. Ben oui, comme implication, j'en ai eu une autre implication. C'est un jour, je reçois un téléphone de la ville qui me demandait, qui voulait déjeuner avec moi. Bon, OK. Alors, le directeur de la ville, puis le responsable du Centre de la nature de la montagne à Saint-Hilaire, étaient les deux personnes qui venaient dîner, qui venaient déjeuner. Alors là, je me demandais vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient, mais c'est qu'il y avait un projet, ils voulaient mettre sur pied un comité, parce que la ville avait beaucoup de difficultés avec le développement, son développement domiciliaire, qui se faisait un peu n'importe où, un peu n'importe comment. Et à chaque fois que c'était dans le Piémont, évidemment, le Centre de la nature puis l'Université McGill fronçaient les sourcils, ils n'aimaient pas ça. Alors donc, là, ils ont décidé de faire un comité, puis ils me disent, on voudrait vous avoir comme présidente du comité. Pardon? Présidente du comité? Oui. Ben non, vous n'avez pas la bonne personne, vraiment pas. Je dis, moi, là, vous savez, je suis agricultrice, puis moi, là, la protection de mon territoire agricole, pour moi, c'est important. Quand vous bâtissez dans le Piémont, vous ne venez pas bâtir chez nous. Moi, ça fait bien mon affaire. Oh, bien, ils ont dit, écoutez, là, ils ont dit, venez travailler avec nous autres, vous allez voir, vous allez changer d'idée, ce ne sera pas long. Comme des faits, j'ai finalement accepté. J'ai plongé, je ne savais pas dans quoi je plongeais, là. C'était supposé de durer de 9 mois à 1 an. Bon. Bien, finalement, ça a duré 5 ans. Parce que c'était complexe, parce que il y avait beaucoup d'éléments à penser. Il y avait beaucoup de choses, la protection, quand il y a les habitudes, là, puis il y a les gens qu'il faut que tu sensibilises, puis que tu leur fasses comprendre pourquoi que tu le fais, puis l'importance de protéger ta nature, puis tes petites salamandres là, qui se promènent, puis c'est plein de chemins, c'est plein de chemins dans le périmètre de la montagne, puis dans la montagne. Les gens ne respectent pas les chemins qui sont tracés, puis à chaque fois, tu déranges, là. À chaque fois que tu passes à côté, tu déranges. Alors donc, on a travaillé pendant 5 ans. On a fait un très beau plan d'action qu'on a présenté à la Ville. Puis là, la Ville, en tout cas, je sais qu'elle l'a pris en main. Et je pense bien que ça continue tout le temps. Là, je n'ai pas eu de dernière information, là, mais en tout cas, c'est une belle expérience aussi. Là aussi, j'ai eu une équipe extraordinaire. Là aussi, même... Puis... c'est que les qualités qui me reviennent souvent, là, ils me disent, vous êtes, comment est-ce qu'ils disent ça? Vous êtes ferme, vous êtes discipliné, vous avez de l'humour, vous êtes capable de nous contrôler sans qu'on s'en aperçoive. Tu sais, c'est des choses, mais ça, à peu près toutes les équipes, ça revient à peu près tout le temps. Au niveau de la religion, évidemment, mon enfance, c'était une enfance très religieuse. Mes parents étaient pratiquants. C'était le chapelet tous les soirs. C'était le chapelet, là. Il n'y avait pas de prière le matin, par exemple. On allait à la messe tous les dimanches, ça c'était évident. Mes parents faisaient le carême. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que j'enseignais, puis comme enseignante, on était dispensés. C'était correct. Ça nous donnait la chance de se rencontrer aussi le dimanche quand on allait à la messe. Papa, lui, on descendait de bonne heure à l'église parce que papa, lui, rencontrait ses amis sur le perron de l'église ou au restaurant. Il y avait un restaurant, donc avant la messe, il allait au restaurant, puis après la messe, c'était sur le perron de l'église.
Nous, pendant ce temps-là, maman et moi, on s'en allait chez une de mes tantes, des tantes de maman, qui demeuraient à Saint-Antoine. Alors, ça, c'était ça. Nous, on a toujours continué de pratiquer. Claude et moi, je pense que Claude est plus croyant que je le suis. Parce que moi, il y a des choses que je mets en point d'interrogation. Je me dis, l'Église est supposée nous respecter, puis elle ne nous respecte pas encore. C'est pas vrai, là? Alors, ça me fatigue. Par contre, je me dis, c'est pas en dehors de l'Église qu'on va être capable de changer ça, c'est dedans. Et c'est ça, c'est que j'affirme mes couleurs dedans. Alors, donc, j'ai été, à un moment donné, demandée comme marguillière. J'ai accepté. Puis, j'ai été un an marguillière, puis ensuite, j'ai été présidente de la fabrique, de l'Assemblée de fabrique. Comme présidente, j'ai fonctionné beaucoup au féminin. J'envoyais mes convocations au féminin, même s'il y avait autant de marguilliers qu'on était, n'est-ce pas, à peu près égal, autant de femmes que d'hommes. Alors, j'envoyais ça quand même au féminin. Jamais personne ne parlait. Il y a juste une fois, quelqu'un a dit, on sait bien, c'est Monique ça, qui écrit ça. Mais pas plus que ça. Et après ça, donc, au niveau de la fabrique, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de dossiers, là aussi. Beaucoup de choses, parce que c'est vraiment, au niveau de la fabrique, c'est la gestion matérielle des biens. Donc, c'est tout ce qui regarde le niveau, les dépenses, l'entretien des immeubles, les meubles, le cimetière, parce que nous, à Saint-Hilaire, il y a un cimetière. L'entretien à l'intérieur, l'extérieur de l'église. Et on a fait faire une analyse, un carnet de santé de l'église par un architecte reconnu, parce que notre église étant patrimoniale, ça nous donne droit aux octrois. Dans notre temps, c'était 70% du montant qui était engagé. Donc, nous, les paroissiens, il faut qu'on fournisse 30%. Alors donc, on a travaillé refaire les joints extérieurs de l'église à l'avant, toute la façade au complet. Et c'était juste au bon moment. C'était pas en état critique, mais on était sur le point de. Donc, ils ont mis des joints, ils ont refait, consolidé. Ensuite, l'année suivante ou 2 ans après, c'était l'orgue. Il a fallu faire réparer l'orgue. L'orgue, c'est un orgue quand même important. C'est un orgue de Casavant, c'est le 3e que Casavant a bâti quand il est revenu au Québec. Qui fonctionne toujours, et qui a été à un moment donné, ils ont mis un souffleur. Là. Avant c'était manuel, mais maintenant c'est électrique. Alors donc l'orgue a été réparé. Après ça, là, quand tu commences à regarder, il y a toujours d'autres choses. Là, on a fini les joints, le reste des joints de l'église, à l'extérieur au complet. On a fait beaucoup de réparations. Donc, ça m'a amené à négocier des choses, à faire de la surveillance. C'était à un moment donné très exigeant parce qu'il y avait à la fois, on avait les employés, on avait l'entretien, puis la gestion, tout ça. On est venu à décider, sous mon règne, on est venu à se décider pour avoir une personne qui prendrait la responsabilité de ça. Donc, qui deviendrait trésorière, qui s'occuperait des finances, puis qui s'occuperait des employés, qui s'occuperait de l'entretien. Mais là, l'entretien est moins exigeant vu qu'on a fait un bon tour. Là, il reste le clocher à faire. Mais justement, ils sont en campagne de souscription là, pour avoir de l'argent pour réparer le clocher. Alors, c'était ça, puis j'ai toujours eu la chance d'avoir des belles équipes. Ça, c'est une chose qui est bien importante. Et je veux pas me vanter, là, mais j'ai eu des belles équipes autant à l'UPA qu'à la fabrique, qu'au niveau de la fabrique. Les gens étaient responsables, c'était des gens fiables sur lesquels tu demandais de quoi, puis ils le faisaient, puis... ça, c'est encourageant. Puis là, ça te donne le goût là, d'arriver avec d'autres idées, puis ça te donne le goût là, d'aller plus loin.
Alors ça, c'était des belles expériences, des belles périodes. Bien, c'est sûr qu'on est fiers d'avoir une église patrimoniale parce que, bon, comme un des avantages, c'est le financement. Mais au niveau du financement, c'est sûr que ça a des exigences aussi. Ça nous coûte plus cher d'une certaine façon parce que là, il faut aller chercher des personnes, des experts. On peut pas, puis on peut pas réparer n'importe comment, là. Il faut respecter tout ce qui était là. Alors, ça, c'est exigeant. Qu'est-ce qu'il y a d'exigeant? Bien, là maintenant, on a travaillé en coopération avec l'association des... voyons, à Saint-Hilaire, c'est-tu bête? L'association, le patrimoine Hilaire-Montais. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on travaille avec le patrimoine Hilaire-Montais. Et là, eux s'occupent de faire les visites. Au début, on les faisait conjointement. On les faisait ensemble et on se partageait les revenus à la fin de l'année. Mais c'était minime comme partage. C'était vraiment... On rentrait pas dans nos frais. Ni pour elles qui mettaient leur temps, ni pour nous qui devions consacrer la lumière puis tout ce qu'il y avait de besoin. Alors donc, par contre, la ville... depuis 4 ans, je pense, 3 ou 4 ans, il y a une initiative touristique qui s'appelle la route du Richelieu. Et dans cette initiative-là, il y a des fonds qui sont alloués pour le tourisme. Alors donc, la ville, qui sont donnés aux villes pour que les villes partagent ça dans leur milieu. Donc, ça nous donne un 1500 pièces par année. Le patrimoine obtient 1500, puis il nous le donne. Alors là, on est correct, là, et ce qu'ils reçoivent des visites, parce que les visites sont quand même payantes, pas pour les gens de Saint-Hilaire, mais sont payantes pour les étrangers. C'est 5 $ par personne, ce qui est quand même pas beaucoup. Puis c'est gratuit pour les jeunes de 12 ans et moins, accompagnés d'un adulte. Alors, ça, c'est une belle initiative aussi, qui continue, là. Et cette année, je ne sais pas les résultats des visites, je ne sais pas comment ça a été, là, mais ça a fonctionné tout l'été. Là, ils finissent avec le 1er septembre. Puis ils s'organisent pour au moins 2 personnes. Une qui surveille, qu'il n'y ait rien, qu'il ne se passe rien, parce que des fois, il y avait des personnes qui s'échappaient du groupe, qui s'en allaient soit dans la sacristie ou soit dans le chemin couvert. Puis on retrouvait des fois nos fenêtres débarrées. Et personne ne se préoccupait de les rebarrer après. Donc pour la sécurité de l'Église, c'était pas digne, là, c'était pas correct. Notre Église, c'est une des premières églises qui a été décorée par Ozias-le-Duc. Ozias-le-Duc, ça, c'est un bonhomme, un touche-à-tout. C'est un pomiculteur qui demeurait sur le rang Ozias-le-Duc, l'ancien rang des Trônes, et qui aimait beaucoup dessiner. Donc, il a commencé à dessiner. Puis, à un moment donné, quand ils ont bâti l'Église, parce qu'ils ont eu de la misère à bâtir l'Église, ils l'ont laissé à nu. Ils l'ont laissé... il n'y avait rien sur les murs, il n'y avait rien nulle part. Alors, le curé est arrivé, le curé Laflamme, qui aurait aidé Ozias-le-Duc à se payer une formation en Europe. Alors, pas très longue, une formation, je pense, je sais pas très longue. Et là, il y en avait, c'était le point d'envoi, le but. Alors, Ozias a fait ses esquisses, puis là, il a présenté ça au curé, puis là, finalement, à la paroisse, puis ils ont commencé à le décorer. Mais Ozias, il avait une grosse équipe, il était 18 ou 20, parce qu'il y a beaucoup de pochoirs. Puis, il y a eu une artiste qui s'est distinguée aussi, qui était Gabrielle Messier. Gabrielle Messier, c'est une artiste d'ici, de Saint-Hilaire, qui a beaucoup travaillé avec Ozias-le-Duc, qui est devenu comme son mécène. Et elle a même fini l'église à Shawinigan, parce que Ozias-le-Duc a aussi décoré l'église de Shawinigan, puis il y avait des tableaux qui ne pouvaient pas finir. Alors, un tableau, entre autres, qui ne pouvait pas finir, c'est elle qui l'a fait. Alors, sur Ozias-le-Duc, c'est un homme il était commissaire d'école, il était marguillier,
Il n'a pas été maire, je pense pas. Mais il a dû être échevin. Oui, il était échevin. En tout cas, c'était un touche-à-tout. Il était partout. Puis je pense que c'était un homme intelligent, un homme qui avait du bon sens. Ouais. C'était un bel homme.